BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve dans cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine. Ça approche, c'est le jeudi 25 novembre. Ça sera au Carrousel du Louvre à Paris. Et d'ici là, on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine et un acteur très important dans le monde de la finance, JP Morgan, qui est avec nous. Bonjour Stéphane Ventron. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous, directeur commercial France chez JP Morgan Asset Management. JP Morgan, qu'on ne présente plus en un chiffre, c'est assez spectaculaire quand je regardais, quasiment 500 milliards de capitalisation boursière du côté de Wall Street. Est-ce qu'on peut dire en 2-3 mots surtout les activités en France d'asset management de JP Morgan? La gestion d'actifs, c'est 2700 milliards d'actifs à travers le monde pour JP Morgan. C'est plus de 7500 salariés, mais pour la France, on est une vingtaine, donc un petit bureau, puisque nos expertises de gestion sont disséminées à travers le monde, mais nous, on est plutôt un bureau de représentation. Nos gestions sont à travers le monde et on gère 10 milliards de dollars, ce qui est un chiffre en très forte progression. Donc on a une très belle dynamique sur le marché français. Très belle dynamique également en termes de progression du côté des indices. Là, la fin d'année 2021 approche. On a des performances globalement supérieures à 25% sur les principaux marchés européens, entre 20 et 25% du côté des États-Unis. Comment on se positionne là à l'aube de 2022 après une très belle performance depuis le début de l'année? On a eu deux séquences très différentes en réalité. C'est-à-dire qu'on a eu l'an dernier qui a été tiré par l'extension de multiples et qui a rendu le marché très cher dans le contexte qu'on a tous en tête de Covid, donc très contre-intuitif. Cette année, c'était un petit peu plus sain quelque part parce que si on le regarde avec attention sur l'ensemble des grands marchés, les multiples sont plutôt en légère baisse. Et donc ce qui a contribué à la hausse du marché, c'est la croissance bénéficiaire. C'est plus sain, c'est rassurant. Il n'en reste pas moins que depuis la crise du Covid, on a amassé plus de dettes collectivement pour soutenir le système. Et on se retrouve aujourd'hui avec des valorisations tendues sur l'ensemble des actifs et avec des perspectives de croissance, forcément, qui sont un peu moins bonnes que celles qu'elles étaient, puisque nous avons corrigé l'anomalie pour une large mesure. Donc la normalisation est derrière nous. On se retrouve donc confronté à notre perspective historique, qui, dans le monde développé, on a des croissances potentielles plus faibles, liées au vieillissement de la population, à des gains de productivité limités. Donc, un potentiel de croissance plus faible, des valorisations plus tendues, ça nous amène à penser qu'on devrait avoir un retour de volatilité. Pas nécessairement que ce soit quelque part quelque chose de dramatique pour les marchés, puisque les perspectives, même si elles se dégradent, restent plutôt bonnes et saines. Mais en revanche, elles sont très très loin d'être celles que nous avons connues ces derniers mois. Donc logiquement, on devrait attendre moins de performance et plus de volatilité. C'est pas dramatique, ça ne veut pas dire que les gérants actifs ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu, mais en revanche, ça sera beaucoup plus compliqué dans les mois à venir. Petite pause donc peut-être à prévoir là, à court terme, mais qui n'aura pas d'impact, quasiment pas, sur une perspective long terme. C'est un petit peu ça aujourd'hui. Sur le long terme, là, il y a plusieurs façons de raisonner aussi. C'est-à-dire que les valorisations, on parlait essentiellement du marché des actions, elles sont tendues d'un point de vue historique, mais d'un point de vue relatif. Si on regarde les primes de risque, notamment par rapport aux autres actifs, je pense essentiellement au marché obligataire, mais même à l'ensemble des actifs réels. On peut penser à l'immobilier, au private equity. Les valorisations des actions cotées sont relativement raisonnables d'un point de vue relatif. Et donc, dans ce contexte de liquidité qui reste très abondante, tant que la règle du jeu qui est impulsée par les différentes banques centrales ne change pas, et elle ne semble pas prête de changer, avec ces liquidités abondantes, on doit faire le choix du meilleur actif, et le choix du meilleur actif reste probablement celui des actions. Par contre, il y a un marché qui ne fait pas grand-chose, voire même qui est en perte depuis le début de l'année, c'est le marché asiatique. Quand on regarde les principaux indices, ils sous-performent très très nettement les autres indices européens, les autres indices américains. Comment aujourd'hui on peut expliquer cette sous-performance? Est-ce que dans les semaines à venir, on peut voir un rebond du marché asiatique? Alors, c'est vrai que quand on parle de marché asiatique, on pense en particulier, je pense Étienne, à la Chine évidemment, oui. Qui est le premier d'entre eux en taille et en perspective aussi. Je dirais que ce qui explique, il y a deux facteurs. D'abord, c'est le bruit politique, le plan de prospérité commune qui a été mis au jour en début d'année, qui implique différents éléments. On a connu le volet sur l'éducation, sur l'immobilier, sur la contrainte de l'utilisation de divers de jeux ou de réseaux sociaux. Éventuelle taxation des riches aussi, qui avait fait chuter le luxe cet Absolument. été. Et quelque part, on rentre dans la deuxième phase du plan chinois, c'est-à-dire après être rentré dans le commerce international au début des années 2000, et d'avoir accepté qu'une minorité s'enrichisse pour le bien de tous. Le moment est venu d'introduire quelque part du transfert et d'avoir une base de consommateurs qui augmente. C'est le sujet de la prospérité commune. Alors c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour tout le monde, mais ça veut dire que ça rebat les cartes des acteurs qui vont être bénéficiaires de la croissance chinoise.
il y a un autre élément, c'est qu'on a parlé de la normalisation économique que nous avons connue dans le monde développé. La Chine ne l'a pas connue, et pour cause, puisque la Chine n'a pas été en récession en 2020. Ce qui signifie que la prime de croissance offerte par la Chine par rapport au monde développé l'an dernier n'existait pas. Globalement, les États-Unis ont cru à peu près au même rythme que la Chine, l'Europe un tout petit cran en dessous. Donc pourquoi prendre du risque dans un contexte de tension politique et de changement politique, sur un marché qui n'offre pas de prime de croissance? Ça a été la réflexion du marché de cette année. Il n'en reste pas moins que dès l'an prochain, lorsque nous serons sortis de cette normalisation, la prime de croissance offerte par la Chine va se refaire jour. Et surtout, je pense que nombre d'investisseurs vont de nouveau se rendre compte du décalage qui a été créé et creusé cette année en termes de valorisation. La Chine offre, pour ne citer qu'un chiffre, le marché chinois onshore se paye 13 fois les résultats, là où on paye 21 fois le S&P 500. Oui, donc c'est largement des côtés, notamment quand on regarde certaines valeurs technologiques, il y en a pas mal du côté de l'Asie et qui bien n'ont pas profité du rebond, contrairement à certaines valeurs en Europe, aux États-Unis. Il nous reste un peu moins de 2 minutes là, on pourrait aborder, parce que ça a pris un virage très important chez vous, et c'était pas évident, parce qu'aux États-Unis, les critères ESG, ISR, c'est pas forcément ce que regardent les investisseurs américains, mais là ces derniers mois, depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, vous mettez en place des critères ISG, ISR, investissement socialement responsable. Comment ça se passe aujourd'hui chez JP Morgan? Ça a été un travail de très longue haleine, donc on a beaucoup recruté et en fait il a fallu uniformiser. Chez nous, la gestion, c'est plus de 1000 gérants et on a à peu près 500 stratégies ouvertes dans le monde. Donc c'est un travail considérable que d'uniformiser les critères d'analyse et de recherche d'un point de vue ESG. C'est un travail que nous avons entamé maintenant il y a de nombreuses années et sur lequel nous avons abouti pour avoir l'intégralité, depuis l'an dernier, l'intégralité de nos sous-jacents qui sont notés d'un point de vue ESG. On a plusieurs niveaux d'intensité au sein de notre gamme en termes d'application des critères et de filtres en fonction des critères ESG, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a pris un virage très fort en ayant aujourd'hui de très nombreux fonds labellisés sur les marchés européens, avec un label ISR français ou un label Febelfin en Belgique, et puis également en ayant très tôt suivi la réglementation européenne à SFDR, en ayant aujourd'hui près de la moitié de notre gamme. On parle de 79 compartiments au sein de notre SICAV qui sont article 8. Article 8 SFDR, je vous rappelle, ce sont des fonds qui intègrent l'ESG dans leur processus de gestion et dans leur communication financière. Donc c'est absolument considérable et effectivement pour nous c'est devenu clé et c'est un véritable outil en termes d'appréciation du risque, d'amélioration de la recherche et ça sera un critère discriminant dans les années à venir, nous en sommes convaincus. Et du côté des États-Unis, il y a une demande aussi là qui pousse un petit peu ou c'est plutôt en Europe où vraiment les investisseurs, notamment les particuliers, regardent ces critères ISR, ESG avant d'investir dans un fonds? La demande vient beaucoup d'Europe, très clairement. L'impulsion a été plutôt donnée en Europe, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de constater que le mouvement est peut-être un petit peu décalé aux États-Unis, mais est en train de s'accélérer très fortement et notamment sous l'impulsion aussi de Joe Biden. Il faut dire ce qui est, le retour des États-Unis dans les accords de Paris et une dynamique qui est en train de s'enclencher très clairement. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Ventron qui était donc avec nous, directeur commercial distribution de JP Morgan Asset Management. On se retrouvera bien sûr lors du sommet BFM Patrimoine le jeudi 25 novembre à Paris. Merci Étienne. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.